Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Gomart, directeur de l'IFRI, qui avait participé à l'émission inaugurale de ce podcast en janvier 2024. À l'époque, il était venu nous présenter son nouveau livre, L'accélération de l'histoire. Cette fois-ci, il vient nous parler d'une publication en cours de finalisation qui sortira début avril sur le site de l'IFRI et qui est intitulée « La fabrique du risque, les entreprises face à la doxa géopolitique ». Cette publication, coécrite avec Siméo Pont, s'inscrit dans une réflexion au long cours puisque Thomas Gomart a rédigé en 2016 une note coéditée par l'Institut de l'entreprise et l'IFRI intitulée « Le retour du risque géopolitique, le triangle stratégique Russie-Chine-États-Unis ». Merci Thomas d'avoir accepté de revenir à ce micro. Merci pour cette invitation Marc. Commençons peut-être par un point de définition pour clarifier la suite de notre discussion. Vous distinguez dans votre note le risque pays du risque géopolitique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la différence entre ces deux concepts ? Effectivement, dans la note, nous essayons de retracer brièvement une généalogie de cette notion de risque géopolitique qui est désormais très présente dans le discours et aussi dans le débat public, et en même temps qui est assez récente en réalité. Elle a été précédée par cette notion de risque pays qui est inventée en partie par la Banque mondiale et le FMI et qui va servir pendant des années comme étalon de la mesure que l'on prend en investissant dans un pays pour savoir si il est solvable au regard de sa balance commerciale ou de sa balance des paiements. Au fond, le risque pays est une manière d'essayer d'encadrer des investissements dans un pays donné. Donc ça a été enseigné dans toutes les business schools. C'était une partie du travail préparatoire pour une analyse stratégique au sens business du terme. Le risque géopolitique a des différentes définitions. Il y a une définition récente qui est celle de Caldera et Iacoviello que l'on cite dans la note. Et au fond, c'est toutes les actions qui affectent l'évolution pacifique des relations internationales. Donc ça veut à la fois tout et rien dire parce que ça renvoie à des logiques de choc politique. Et je pense qu'une manière de résumer le risque géopolitique, c'est dans quelle mesure la guerre ou la paix affecte la vie des affaires. C'est peut-être la manière la plus simple de aujourd'hui décrire ce risque géopolitique. Et il réapparaît d'une certaine manière au milieu des années 2010 en fait, où on voit à ce moment-là, c'est ce qu'on essaie aussi de retracer dans la note, tout un discours qui se met en place parce que les rapports de force stratégiques qui encadraient la mondialisation se modifient, et en particulier, ce qui se modifie, ce sont les relations stratégiques entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Oui, donc ce qui nous amène à votre note de 2016, qui était donc cette étude triangulaire entre les trois pays que vous venez de citer. Alors, à l'époque, le risque géopolitique était quand même peu pris en compte par les entreprises, à l'exception de quelques secteurs spécifiques. Et d'ailleurs, votre note de 2016 avait été préfacée par Patrick Pouyanné, à l'époque, donc PDG de Total, qui ne s'appelait pas encore Total Énergie. Et évidemment, le secteur énergétique faisait partie de ces secteurs. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le risque géopolitique est d'une nature ou a suscité en tout cas un intérêt beaucoup plus vaste. Comment est-ce qu'on explique cette prise de conscience géopolitique et quelles ont été les grandes étapes, dans le fond, de cet élargissement de la prise en compte de ce risque ? Bon, vous rappelez à juste titre la préface de Patrick Pouyanné parce que d'une certaine manière, Patrick Pouyanné l'avait d'ailleurs exprimé aussi lors du 40e anniversaire de l'IFRI en 2019 dans un débat à la Sorbonne avec Jean-Paul Agon et Thierry de Montbrial. Il avait expliqué que pour un groupe énergétique comme Total Énergie, le cœur du métier, c'est précisément le risque géopolitique et c'est le fait d'être exposé le plus largement possible dans le plus grand nombre de pays qui permet de contrecarrer des évolutions politiques
très rapide dans un pays. Un marché qui se ferme, par exemple, peut être compensé par la présence dans beaucoup d'autres marchés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a conduit à ce travail en 2016, c'était une question d'une autre entreprise partenaire de l'IFRI qui m'avait demandé, on est en 2014, qui m'avait demandé de réfléchir à la perspective d'investir ou en Chine ou aux États-Unis pour des raisons politiques, en 2014. Et ça nous avait beaucoup intéressé à l'époque parce que ce n'était pas du tout une réflexion de nature sectorielle sur les marchés de cette entreprise, mais beaucoup plus une sorte d'intuition que la mondialisation était en train de changer de nature. Elle avait déjà évidemment beaucoup de changé de nature avec les conséquences de la crise financière de 2008, mais c'était la première fois que je me retrouvais face à une entreprise partenaire qui, d'une certaine manière, allait au-delà des questions que nous posions nous à l'époque, dans le sens où elle traduisait la conviction qu'il y allait avoir un cadre politique qui allait évoluer et qui serait d'une certaine manière surplombant par rapport aux opérations qu'elle pouvait mener. Et puis, le troisième élément qui est à l'origine du travail de 2016, c'est que en 2014, après l'annexion de la Crimée, un certain nombre de sanctions ont été prises par les Européens et les États-Unis contre la Russie. Et dans ce cadre, j'avais participé à des discussions, pas à l'IFRI, mais dans des cadres, je dirais, de cercles patronaux, tout à fait intéressantes parce qu'au fond, il y avait une très forte critique des entreprises par rapport à ces sanctions, et ça se comprend puisque ça perturbe et complique leurs opérations, et une vision, je dirais, très court-termiste de ces sanctions, au sens, bon, c'est une décision tactique, et nous, on va essayer de les amoindrir, de les respecter, évidemment, mais aussi d'en amoindrir le plus possible les effets. Et pour un certain nombre de dirigeants, les échanges que nous pouvions avoir à l'époque, à mon avis, révélaient la très grande difficulté à accepter le fait que précisément le cadre politique général était en train de se modifier et que ce qu'on n'appelait pas encore la guerre d'Ukraine allait avoir un effet systémique sur le cours pris par la mondialisation. Et donc ça a conduit au travail de 2016 que nous avions réalisé en partenariat avec l'Institut de l'entreprise et intitulé effectivement « Le retour du risque géopolitique », où j'avais analysé la déformation de ce triangle entre les États-Unis, la Chine et la Russie, qui s'observait en particulier dans le domaine énergétique et qui, ce faisant, avait donc évidemment des conséquences géoéconomiques très, très importantes. Depuis lors, donc 8 ans plus tard, effectivement, il y a un intérêt maintenant très, très fréquemment exprimé, une demande en fait des entreprises pour de l'analyse de risques géopolitiques, qui à mon avis s'explique d'abord peut-être par le plan Made China 2025, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu en 2015 une compréhension que la trajectoire prise par la Chine depuis son entrée dans l'OMC en 2001 était en train de changer, avec sa volonté affichée par ce plan notamment, eh bien, d'essayer de devenir la première puissance mondiale dans tous les compartiments du jeu. Il y a un deuxième élément très important, c'est le Brexit. Parce qu'en fait, le Brexit vient, comment dirais-je, sanctionner d'une certaine manière tout un discours sur une progression, une intégration de l'Union européenne inexorable. Et au fond, le Brexit marque un coup d'arrêt par rapport à ce discours-là. D'une certaine manière, fait écho peut-être au rejet du traité constitutionnel de 2005 par la France et les Pays-Bas, et qui en même temps s'était pas traduit de manière politique comme le Brexit s'est traduit. Et il crée peut-être aussi du risque géopolitique en Europe. Absolument, ça c'est effectivement très important, c'est-à-dire que c'est très important parce que, pour revenir à la première question, le risque pays a été une méthode utilisée par des économies avancées pour apprécier la prise de risque dans des économies en voie de développement. Et là, nous sommes dans une phase, à mon avis, tout à fait nouvelle,
puisqu'avec le Brexit, c'est peut-être une bonne manière de dater les choses, effectivement, on se rend compte que l'Union européenne en tant que telle représente désormais un risque géopolitique pour ses partenaires extérieurs et doit se poser la question de sa viabilité intérieure, ce qui serait et qui est déjà source de risque. Et puis j'ajouterais deux autres éléments dans la prise de conscience évidents. La première administration Trump, d'abord la surprise de l'élection de 2016, la surprise de la manière dont ce mandat a été conduit, et puis la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ça a été évidemment tout à fait décisif parce que ça a montré que un système que l'on croyait complètement fluide pouvait s'arrêter quasiment, alors pas complètement, mais enfin dans des pans très importants. Cette crise a révélé des phénomènes de dépendance et une organisation très complexe des chaînes de valeur dont l'opinion a pris conscience. Il y a peut-être une dernière réflexion sur l'évolution en fait dans cette prise de conscience. Je pense qu'il y a quelque chose qui reste très sous-estimé et sur lequel il faut réfléchir, c'est qu'en fait, on a une Russie qui a joué, alors même qu'on l'a présentée comme une économie importante, mais de second rang, en 10e, 11e économie mondiale, mais on a une Russie qui, à mon avis, a joué un rôle tout à fait décisif dans le fait que la mondialisation telle qu'on la comprenait est sortie de son lit. Et en partie pour des raisons idéologiques. En fait, ça renvoie à une réflexion plus large qui est que il faut jamais oublier que et je pense que c'est très important par rapport à ce qui se joue aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, la chute de l'URSS est vue par des milieux très importants aux États-Unis et en Europe comme une victoire contre le communisme. Et qu'on a donc une Russie qui renonce d'une certaine manière au communisme, avec une Chine qui, elle, reste dirigée par le Parti communiste chinois et qui fait du maintien et maintien au pouvoir du Parti communiste chinois l'alpha et l'oméga de sa politique. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une Russie qui rentre tardivement dans l'OMC, en 2011, mais qui a su, notamment vis-à-vis des opinions européennes, produire un discours, au fond, contre la mondialisation telle qu'elle était comprise, un discours basé sur la démocratie souveraine, dès 2003, 2004, 2005, antérieur à son entrée dans l'OMC, et que ensuite, évidemment, l'intervention en Syrie, mais surtout la guerre d'Ukraine, va provoquer, à mon avis, est un des éléments, pas le seul évidemment, mais un des éléments d'explication de ce changement de cours de la mondialisation. Et la guerre d'Ukraine, vous la faites commencer en 2014 avec oui, absolument. L'invasion de la Crimée, mais évidemment l'invasion à grande échelle qui est arrivée en 2022 a été une étape supplémentaire de cette prise de conscience et peut-être même le grand moment. À l'IFRI, on l'a senti, notamment par l'intérêt suscité par nos travaux auprès de nombreuses entreprises et puis par la multiplication des sanctions. Vous n'avez pas mentionné dans votre chronologie 2022, mais j'imagine que c'est parce que c'est tellement évident et tellement gros. Non, c'est très juste. C'est la guerre d'Ukraine est effectivement le moment où ce marché, on va dire, ce petit marché du risque géopolitique devient très visible. Oui, donc justement, venons-en à l'étude de ce marché qui est le cœur en fait de votre note là, sur la fabrique du risque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont les principaux acteurs, quels sont les producteurs de ce risque géopolitique? Bon, alors dans la note, nous en identifions trois. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les trois principaux sur lesquels nous avons travaillé, au sens où nous avons lu l'essentiel de leur production. Alors, il y a tout d'abord les banques avec des départements souvent issus des économistes de banque, les banques d'affaires en particulier, qui ont une production sur le risque géopolitique plus ou moins visible, plus ou moins bien présentée. Mais disons que c'est quelque chose d'intégré depuis longtemps, mais qui est davantage mis en avant depuis, on va dire, la chronologie qu'on a évoquée, je dirais, depuis 2016.
Le deuxième grand groupe, c'est ce qu'on pourrait appeler les pure players, c'est-à-dire des organisations qui font du risque géopolitique leur cœur de métier. Alors, on pense notamment à un groupe comme Eurasia Group, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, hein, qui est parti des États-Unis, qui a des relais à Londres, qui publie à la fois beaucoup de rapports publics et en même temps qui propose une approche sur mesure à ses clients avec des systèmes de veille et puis des rapports spécifiques. Dans ce groupe des pure players, il y a toute une nébuleuse de ce qu'on pourrait appeler des boutiques. Des boutiques qui sont tenues souvent par la rencontre entre un ancien grand diplomate, un ancien grand responsable de service de renseignement, un ancien grand responsable militaire. Ça, c'est pour l'affichage. Et puis derrière, souvent des gens issus des fonds d'investissement ou qui ont une expérience dans la finance. Alors, on pourrait citer par exemple une boutique comme Signum qui est aujourd'hui très active justement sur l'analyse des sanctions. Ces boutiques sont aussi très fortes dans ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie des sanctions, c'est-à-dire les expliquer aux entreprises, les conséquences, etc. C'est une nébuleuse qui n'est pas évidente à décrire parce qu'elle est... elle n'est pas forcément visible en première analyse. Oui, et puis ils répondent à un besoin de compliance des entreprises. Absolument. Donc effectivement, tout ça s'est beaucoup développé. C'est-à-dire que plus il y a eu de sanctions, hein, et puis on le rappelle dans la note, on a une multiplication des régimes de sanctions au cours des 2 dernières décennies spectaculaires. Et donc, en fait, ça crée une sorte d'activité, l'activité des sanctions pour à la fois les respecter et aussi en amoindrir les effets, et probablement aussi pour certains pans encore moins visibles, les contourner. Et puis le troisième grand groupe, et c'est celui sur lequel on s'est le plus concentré, ce sont les cabinets de conseil en stratégie, donc par exemple McKinsey et BCG, et puis ce qu'on appelle les Big Four, les cabinets d'audit, donc EY, KPMG, Deloitte et PwC. Et donc, ce troisième groupe produit énormément de rapports qu'on a lus dans le détail. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, ces rapports, compte tenu de leur connexion et de leur proximité avec le monde corporate, de notre point de vue, forment une doxa et qu'on a essayé d'analyser. Alors justement, venons-en à cette doxa. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les grands traits ? Et puis le terme doxa est quand même connoté un petit peu négativement peut-être. Alors, dans la note, vous atténuez ce jugement de valeur, mais on sent quand même qu'il y a un petit problème dans cette analyse géopolitique. Oui, il n'y a pas du tout de jugement de valeur de notre part. Il y a le terme doxa, on l'utilise parce que tout milieu, et forcément tout milieu professionnel, baigne dans une doxa, le nôtre comme les autres, comme celui des cabinets de conseil. Bon, l'univers des instituts de recherche, il y a une forme de doxa qui existe. Et je pense qu'il faut déjà en être conscient pour d'abord la comprendre, cette doxa, parce qu'elle existe. Et puis, justement, voir les limites ou les biais. Donc il y a pas du tout, c'est pas du tout, ça se veut pas du tout négatif par rapport à la production de ces cabinets. Au contraire, je pense que cette production traduit le besoin de répondre à une demande. Donc il faut voir ça comme une logique d'offre et de demande entre ces cabinets et le monde corporate. Alors la doxa, c'est en travaillant, d'ailleurs, on a retrouvé un court article de Marc Bloch qui parlait d'état d'esprit du mercantilisme. Voilà. Donc la doxa, faut la comprendre comme l'état d'esprit d'un moment, c'est-à-dire au fond comment, en analysant une doxa, on a une sorte d'image très imparfaite évidemment, mais de ce que ce groupe, au contour plus ou moins bien défini, pense au même moment. Voilà. Alors, moi je pense que le premier point, c'est évidemment l'omniprésence du terme mondialisation, plutôt globalisation, puisque c'est écrit en anglais. Et c'est le premier élément de cette doxa, c'est-à-dire que c'est un terme qui est à la fois un terme de description et d'explication, et j'ajouterais de justification. Ça, c'est la première grande caractéristique. La deuxième grande caractéristique, c'est que cette doxa est avant tout construite sur ce qu'on appelle les global trends, c'est-à-dire que
ces rapports se caractérisent par une lecture linéaire de la vie la politique internationale, et que ces global trends, ça va être la démographie, ça va être l'urbanisation, ça va être le déploiement de l'intelligence artificielle. Il y a changement climatique. Le changement climatique, absolument, oui, qui apparaît toujours. Merci de le rappeler parce qu'il apparaît souvent en fait en tête de liste. Et il y a 12, ça dépend ce qu'on regarde, en gros il y a 12 global trends, et c'est au fond le cœur de la production repose sur la prise en compte de ces tendances qui sont évidemment plus ou moins déformées selon l'intérêt de ces cabinets pour tel ou tel secteur d'activité. Voilà. Et donc il y a tout un travail de matrice, ce sont des rapports très bien illustrés d'ailleurs, avec beaucoup de chiffres agglomérés qui peuvent être lus de différentes manières, comme tout chiffre quand ils sont pris séparément. Mais ça produit en fait une image aujourd'hui, une doxa qui produit l'image, à mon avis, suivante. La plus simple manière de la résumer, c'est de dire il y a une fragmentation géopolitique, mais la globalisation continue. Oui, on a du mal à faire le deuil de la globalisation heureuse, en fait. Absolument, c'est-à-dire que c'est, au fond, ce sont des recompositions qui, d'une certaine manière, les recompositions géopolitiques restent vues comme secondaires par rapport à la continuation de la globalisation. Alors, quels sont les principaux impensés de cette doxa? Si la fragmentation est vue, elle est analysée, mais en fait, on ne veut pas en tirer les vraies conséquences, alors quels sont les impensés? Je pense qu'il y a, de mon point de vue, deux grandes limites en fait, dans cette doxa. La première, c'est qu'il y a des ellipses. On sent qu'il y a des sujets qui sont beaucoup moins traités que d'autres, et je pense notamment à la question de Taïwan. C'est tout à fait frappant dans certains rapports sur le plan de la cartographie notamment. Ça, c'est une ellipse signifiante, comme dirait l'autre. Pourquoi? Parce que ça traduit aussi, à mon sens, la difficulté dans certaines organisations de traiter le risque chinois comme les autres risques. Il y a évidemment un impensé sur l'attitude des États-Unis, c'est-à-dire que quand on lit ces rapports qui ont été produits, puisque avant le 20 janvier 2025, ce qui se met en place depuis le 20 janvier 2025 n'est absolument pas vu dans son ampleur et sa brutalité. Donc ça, c'est un impensé, à mon avis, tout à fait majeur. Et puis sur un plan, peut-être ce qui sépare fondamentalement, une des grandes différences entre les travaux conduits dans ce cadre et puis ceux qu'on peut mener dans des instituts de recherche comme l'IFRI, il n'y a pas de prise en compte de l'intentionnalité stratégique des acteurs et des dirigeants. C'est-à-dire qu'on a l'impression de lire quelque chose de très poli. Et ça donne l'impression, au fond, ces rapports donnent l'impression d'une sorte de business plan global qui tire des courbes sans trop se soucier des grands dirigeants. Alors, ils sont parfois mentionnés, mais de manière toujours très rapide et sans prise en compte, en fait, de l'intentionnalité qui pourrait être la leur de perturber précisément cette globalisation ou de la tirer dans un sens ou dans un autre. Et j'ajouterais un autre élément qui n'est pas pris en compte, et c'est très frappant en particulier pour les cabinets d'audit, c'est tout ce qui relève, je dirais, de la globalisation illicite. C'est-à-dire que c'est une vision de la globalisation comme si elle se fondait dans une épure faite par la compliance et des échanges vertueux. Or, on n'a pas besoin d'être dans un institut de recherche pour savoir que c'est qu'un aspect des choses. Vous avez employé le terme poli. C'est poli dans les deux sens du terme. Exactement. C'est poli parce qu'on ne fâche pas et poli parce qu'on gomme les aspérités. Exactement. En fait, ce que vous expliquez, c'est que dans le fond, le business as usual reste de mise. Et vous citez dans la note un économiste de banque qui décrit une forme de déni sur la réalité de la fragmentation du monde et de l'exacerbation des rapports de force.
et il explique, je cite, « Le risque géopolitique s'apparente à un risque systémique ». Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe depuis janvier 2025, mais avant, en février 2022, tout ça est vertigineux. Et ça remet en cause fondamentalement le système tel qu'il a été conçu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ma question, c'est comment peut-on sortir de ce déni et gérer ce qui peut effectivement s'apparenter à un risque systémique ? Bon, la difficulté du risque systémique, c'est que ça renvoie aussi à un élément que je n'ai pas mentionné de la généalogie du risque pays, du risque géopolitique. Ce sont les travaux d'Ulrich Beck sur la société du risque qui expliquent, milieu des années 80, que le risque dans les sociétés industrielles avancées devient la mesure de l'action. Et donc, le risque systémique, par définition, ne peut pas se mesurer. Et par rapport à l'économisme général qui sous-tend l'approche des entreprises, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il est très difficile, au fond, pour une entreprise d'intégrer ce risque géopolitique à partir du moment où ça peut être vu comme une entrave et donc quelque chose de très contradictoire avec l'idée d'entreprise qui est précisément d'entreprendre, de se développer et de conquérir. Et donc il y a, dans les organisations et les entretiens que nous avons faits le montrent assez bien, c'est que ceux qui font du risque géopolitique peuvent être perçus un peu comme ceux qui empêchent le business de se faire. Alors même que la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire du business. C'est pas un institut de recherche, une entreprise. C'est pas qu'on ne doit pas se développer dans un cadre d'institut de recherche, mais notre raison d'être n'est pas la même. Donc ça c'est très important parce que, et ça conduit au fond à la troisième remarque, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de réponse générale à apporter. C'est beaucoup plus, à mon sens, une réponse qui porte sur le jugement que peuvent porter les dirigeants de ces organisations. C'est-à-dire que le risque géopolitique, c'est la manière dont ils l'intègrent, à la fois comme acceptation du risque et aussi, dans certains cas, et c'est peut-être là le coup d'œil de l'entrepreneur en termes d'opportunité. Vous avez d'ores et déjà des entreprises qui prennent des anticipations très fortes sur un accord entre la Russie de Vladimir Poutine et de Donald Trump qui ouvrirait des perspectives business. Voilà. Donc c'est comme ça que je répondrais. C'est-à-dire, je pense que sur l'aspect organisation dans leur profondeur, il y a une difficulté à faire exister ce qui n'est pas mesurable. En revanche, il y a pour le risque géopolitique à la fois comme appréciation d'une menace, d'un risque, mais aussi comme appréciation d'opportunités et de manière et de possibilités de mouvement, quelque chose qui relève beaucoup plus du jugement des dirigeants. Alors, il y a un terme, un anglicisme qui a beaucoup été employé ces dernières années, c'est celui de dérisking. On l'a surtout employé à l'égard de la Chine. Aujourd'hui, on pourrait sans doute l'employer aussi à l'égard des États-Unis. Et en fait, c'est du dérisking qui est lié à des pays, mais à des pays qui sont tellement gros que là, le risque pays s'apparente à du risque géopolitique, en fait. Ma question, c'est est-ce qu'on peut faire du dérisking dans ce contexte-là par rapport à deux géants du système international, la Chine et les États-Unis? Et puis, je rajoute un codicile qui permettra de conclure cet entretien sur la notion d'assurance. Parce qu'en fait, qui dit risque dit assurance. On doit pouvoir s'assurer contre un risque. Mais encore une fois, quand le risque devient si gros, est-ce qu'on peut envisager des systèmes d'assurance ou de réassurance ? La réflexion à laquelle vous nous invitez est, à mon avis, vraiment très, très cruciale, en fait. C'est-à-dire que ça me renvoie à 2016 sur ce triangle États-Unis, Russie, Chine. Par rapport à 2016, je ne pensais pas, très franchement, que la Russie occuperait une position aussi centrale en 2025. Et donc, ces trois pays sont en réalité trois pays décisifs pour l'économie politique internationale. Les États-Unis, pays continent de façade océanique, 25% du PIB mondial.
la Chine, à peu près aussi 25% du PIB mondial, pays qui voudrait devenir aussi une puissance qui est de fait une puissance maritime et navale, et puis une Russie qui n'a pas le même poids économique, mais qui est reliée sur 4 secteurs absolument clés sur de manière stratégique, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, et ça reste décisif pour au moins les 2 décennies qui viennent, quand on regarde les projections, le blé, et j'ajouterais les armes et le nucléaire civil. Bon. Ces 3 pays sont 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité, 3 pays ayant une géographie gigantesque, qui font que, effectivement, quand ils s'entendent sur l'idée de sphère d'influence, les autres peuvent s'inquiéter. Et donc, il y a probablement, effectivement, dans cette notion de dérisking, qui est très liée d'une certaine manière à la conception que l'on pouvait avoir du risque pays, et qui donc est plutôt pensé par des Européens, il y a très probablement une réflexion spécifique à avoir qui consisterait à dire, mais en fait, est-ce que le dérisking par rapport à un pays africain, par rapport à une économie d'un pays de l'ASEAN, est-ce que ça a le même sens par rapport à un de ces 3 grands? Voilà. Alors, la réponse sur la Russie, c'était oui, c'est-à-dire que tout le calcul qui a été fait était de dire les sanctions vont modifier le comportement de la Russie. On s'est rendu compte que la Russie n'était pas la Serbie, précisément pour sa taille, pour aussi le fait que c'est une puissance au sens politique du terme, une puissance idéologique, qui est capable de produire un contre-discours d'abord sur la mondialisation, et c'est un contre-discours qui retrouve aujourd'hui qui a des échos directs à la Maison-Blanche. Donc il y a quelque chose effectivement de très spécifique, à mon sens, pour ces 3 pays, si on parle de dérisking, compte tenu encore une fois de leur poids. Et en ce qui concerne assurance, la manière d'assurer le risque géopolitique, parce qu'il est systémique, dans bien des cas, il n'est pas assuré. Et je pense que peut-être que le terme plutôt d'assurance, j'utiliserais plutôt le terme de prévoyance, au sens où la prévoyance, c'est aussi, là aussi, il y a un double sens, mais c'est peut-être au fond, et c'est là qu'il y a un espace, à mon avis, par rapport à cette doxa produite par les cabinets de conseil. Il y a probablement une aide ou du conseil à apporter aux entreprises, non pas sur une vision du risque à un moment T, mais beaucoup plus sur une vision de prévoyance et d'explication de ce qu'est une trajectoire d'un pays ou une trajectoire bilatérale ou une trajectoire d'un groupe de pays. C'est ainsi, à mon sens, qu'on pourrait peut-être proposer un certain nombre de travaux aux entreprises avec lesquelles on interagit. Thomas Gomard, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle que votre note coécrite avec Siméo Pont sera disponible début avril sur le site internet de l'IFRI. Par ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.